Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Le vestiaire est stand-by. Il sera du vestiaire. Mais là, on est là pour nous autres seuls, pour plusieurs sujets à jaser. On sera très freestyle aujourd'hui avec notre chum Joe Hamel. Joe, t'es salué. On parlait de ça dans l'ouverture. Avant que tu te joignes à nous, je sais que t'haïs pas Poilievre, mais sa position, puis il y a deux auditeurs qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, tu dois me poser la question à Joe. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses de sa position sur l'Ukraine? Puis enlevons le côté stratégique du vote ukrainien dans l'Ouest, puis je sais que ça joue pour beaucoup quand un politicien regarde ça froidement en statistique. Avec la comparaison de la sortie hier ou avant-hier de DeSantis sur le même sujet en disant, écoutez, moi j'ai une liste de gros problèmes pour notre société en ce moment. On a des problèmes économiques, on a des problèmes d'inflation, on a un problème d'énergie, on a un paquet de problèmes à régler. Je vais laisser les Russes et les Ukrainiens essayer de trouver une entente puis de s'arranger au niveau d'une guerre territoriale. Mais je vais m'occuper avant tout des États-Unis, puis envoyer l'argent pour continuer la guerre. Je pense qu'il faut, si je résume, il faut arrêter ça. Poilievre, lui, qui est un peu notre DeSantis, puis qu'on voit de l'espoir en lui de sortir Trudeau, puis je sais qu'on veut sortir Trudeau à tout prix, puis le but n'est pas de mettre des bâtons dans les roues de Poilievre, mais est-ce que c'est une position qu'il doit absolument avoir par cause des Ukrainiens dans l'Ouest, où il y aurait eu moyen de le présenter d'une autre manière? Parce qu'il y a beaucoup de gens déçus, de ce que je comprends, de voir qu'il y a le même il veut en rajouter plus que Trudeau sur ce qu'il pense de l'Ukraine, ce qu'il veut faire de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu as vu là-dessus? Écoute, moi, je pense que c'est une erreur, sa position. Je pense que la position conservatrice populaire à l'heure actuelle, alors que tu regardes l'opposé, regarde tous les, entre guillemets, libéraux qui ne sont pas libéraux, les liberals, voient tous dans ce conflit une espèce de croisade 3.0, là, l'idée qu'il faut tout mettre de côté dans la société occidentale pour financer et commettre des ressources sur ce conflit territorial-là, il faut le dire. Là, c'est vraiment territorial et régional. Je pense que la position responsable serait de faire un pas en arrière et de dire jusqu'où on veut. Et c'est quoi en réalité, ce qu'on dit jamais, c'est quoi le endgame? C'est quoi? Tu sais, quand j'entends les Mélanie Joly, Justin Trudeau dire on va faire tout ce qui est possible pour faire quoi exactement? Tu sais, pour avoir les frontières initiales de l'Ukraine, même Mélanie Joly a dit récemment qu'il souhaitait même un changement de régime en Russie. Donc, quel est l'objectif final de ces gens-là? Et qu'est-ce que ça fait de voir, par exemple, un Poilievre renchérir là-dessus indirectement en disant qu'il veut en faire plus? Moi, je pense pas que c'est la bonne position. Je pense que la bonne position, c'est de dire vraiment, cette guerre-là, c'est une erreur. Oui, il y a une invasion. Tout ça, c'est jamais bon, la guerre, en passant. Là. Je pense de se retirer de ça le plus vite possible, s'assurer qu'il y ait des négociations. Ça devrait être le rôle du Canada, en passant, de demander, de favoriser une résolution pacifique rapide à ce conflit-là. Et ma compréhension, et ça fait plusieurs fois que depuis, je pense, depuis le début de 2023, que Poilievre a des réactions, je pense, qui ne sont pas très naturelles de sa part. Je pense qu'il est beaucoup plus sur ces sujets-là proche de la position peut-être plus de Maxime Bernier que la position mainstream conservative, à mon avis, qui n'est pas la bonne. Parce que d'être plus nuancé sur cette position-là, je ne pense pas qu'il perdrait la majorité des électeurs conservateurs traditionnels, mais il perd, je pense, une partie des électeurs qui avaient acquis dans les derniers mois avec notamment son opposition aux mesures sanitaires, exactement. Donc, toute la nouvelle droite... Il nous refroidit. Une chose est sûre, il nous refroidit. Oui, puis cette clientèle-là, elle est très sensible. Ça prend juste... il y a eu l'affaire aussi, là, j'ai eu les mêmes questions que toi là, de la part d'un auditeur. Tu sais, l'affaire de sa femme avec l'histoire des tests. Écoute, ça, je ne suis pas trop au courant de cette histoire-là, mais ce que je comprends, c'est que c'était au début 2020 ou du moins dès les débuts de la pandémie. Je pense pas qu'ils ont doublé la mise là-dessus puis qu'ils ont fait... je pense qu'il faut faire la différence entre... j'écoutais d'ailleurs Dennis the Beautiful dans Prime qui disait, et j'ai la même position, de dire que moi, je pense qu'il faut donner une pause pour... Lui, il disait comme jusqu'à, je pense, avril ou mai 2020. Moi, je pense qu'il faut donner 2020 au complet. Là. Même si on le savait dès les débuts, je comprends ça. Là. Mais je pense qu'on peut donner un petit peu de jeu en disant, regarde, 2020, on le met de côté.
À partir de 2021 et même 2022, là, on jase. Là, on parle vraiment d'acharnement. Là. Mais à partir je pense, de 2020, on a une espèce de waiver là-dessus. Je pense qu'on peut leur donner un free pass. Je pense que Poilievre a eu le courage de s'élever quand c'était difficile de le faire en passant, là, en plein dans la manifestation des camionneurs. Je pense qu'il n'a jamais nié ça. Il a toujours maintenu cette position-là. Une autre affaire, on n'a pas parlé, mais une autre affaire, je pense, qui est un peu inutile, c'est l'histoire de poursuivre les pharma pour l'affaire de les opioid crisis. Là, ça, c'est quelque chose qui est bien réel, oui, mais qui est un sujet qui est beaucoup américain. Je pense pas que l'idée de poursuivre des pharma est le genre de climat qu'on veut, même si je suis loin d'être un fan des pharma, là, mais overall, d'un point de vue, l'idée de lancer le message qu'on va poursuivre des compagnies au Canada pour quelque chose qui est quand même relativement diffus et vague, là, l'histoire des opioids. Là. Moi, je voudrais beaucoup plus les poursuivre sur l'histoire des vaccins, etc. Là. Si tu veux poursuivre les pharma, on peut poursuivre sur quelque chose qui a vraiment du sens. Donc, j'ai comme l'impression qu'il est guidé de plus en plus par des conseillers beaucoup plus beige. Une fois qu'il a pris la tête là, du Parti conservateur, on dit, ben regarde, là, c'est bien beau, là, les histoires de s'opposer aux mesures sanitaires, puis de tirer sur le gouverneur de la Banque centrale, ce qui était 100% valide en passant. Mais maintenant, on va parler des vraies affaires, c'est-à-dire on va faire des vrais enjeux, entre guillemets, comme justement le soutien de la guerre en Ukraine, tout ça. Alors que moi, je pense vraiment pas que c'est la bonne stratégie. Il devrait maintenir la ligne de ce qu'il a fait connaître au début. Hey, parlant de ça, de DeSantis, parce qu'on parlait de lui, de sa réaction face à l'Ukraine, je pense que c'est... Écoute, elle n'est pas extrême, elle est juste différente de ce qu'on entend, parce qu'il semblerait que tous les politiciens, peu importe la couleur qu'ils ont maintenant, ils ont toujours presque le même liner. Donc, ça faisait différent d'entendre DeSantis sur le sujet. Je sais que Trump a probablement le même avis. Il va probablement dire que DeSantis il a volé sa ligne, donc ça risque de brasser un peu. Mais avec le sondage d'hier, là, c'est-tu dangereux ce qui est en train de se passer en deux coqs de même qui vont se... Est-ce que c'est dangereux? Pour Trump, ça ne l'est pas, parce que Trump, lui, c'est rendu à son âge, c'est là, puis sinon c'est fini. Mais pour un gars comme DeSantis, la confrontation qui risque d'arriver, là, pour un gars comme lui, est-ce que c'est dangereux d'aller affronter un gars comme Trump et de ne pas peut-être être plus patient et dire, regarde, on va laisser Trump aller, s'il gagne 4 ans, puis je vais ramasser la présidence pour les 8 prochaines années. Ou encore, il va disparaître pour d'autres choses, parce qu'en quelques années, le paysage change rapidement. Mais est-ce que c'est dangereux pour lui d'aller se frotter à Trump, puis on le voit que lui il est prêt à dire n'importe quoi, j'ai entendu qu'il y avait un petit pénis, puis il va sortir plein de liners de même comme on le connaît. Est-ce que c'est dangereux pour DeSantis qui s'en vient? Écoute, il y a probablement plusieurs opinions là-dessus. Moi, je pense qu'il doit y aller avec, tu sais, DeSantis a été de facto, je pense, après la défaite de Trump, et surtout le rôle qu'il a joué. Tu sais, c'est un peu ça. C'est là qu'on voit les leaders. C'est tu deviens un leader par la force des... Ben, soit que tu le deviens, soit qu'on te pousse, ou soit que tu le deviens par tes actions. Puis je pense que DeSantis, avec ce qu'on a vécu justement dans le contexte de la pandémie, et de voir comment la Floride a été comme un peu ce leader-là par l'action de DeSantis. Ça a été du leadership direct et ça l'a influencé. D'ailleurs, je disais ce matin une série de tweets, posait la question quels ont été les meilleurs États. Moi, je disais, c'est sûr que certains États républicains ont lancé un peu le bal. Tu parlais du Texas, mais c'est vrai que le Texas n'était pas en toute partie dans cette lignée-là au début, là, parce que justement, Abbott avait tendance à suivre un petit peu ce qui se passait, voulait être beaucoup plus confineur, mais quand il a compris que DeSantis est en train de se sauver avec la nomination, avec le momentum que la Floride a donné, ben, ça a changé la dynamique politique. Et ça, je pense qu'il faut reconnaître le leadership de DeSantis là-dessus. Puis après ça, toute la bataille anti-woke là, contre Disney, etc., je pense que là-dessus, il a marqué beaucoup de points aussi. Donc, je pense qu'il n'a pas le choix. Il doit y aller, là, DeSantis. Il a un rôle, je pense, important au niveau des conservateurs américains. Et tu sais, que le meilleur gagne, au final, là, c'est toujours bon. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert, les primaires. C'est à ça à séparer les hommes des enfants, puis qu'il y ait un réel clash, qu'il y ait un réel débat. À savoir, c'est parce que Trump a toujours eu une dynamique it's my way or the highway. Moi, je me rappelle, écoute, les primaires de 2016, c'était incroyable de voir à quel point il y avait un clash entre Trump et le reste. À l'époque, ce qui avantageait Trump, c'est qu'il était capable de dire, ben garde, toute cette gang-là, c'est la vieille gang. Moi, j'arrive de zéro, j'ai les mains libres. Là, Trump se présente un peu comme premièrement, il a été battu, il a été au pouvoir.
Donc, c'est pas la même dynamique que 2016. Tu es un outsider, mais plus tellement, parce que tu as quand même siégé là, dans le siège du président des États-Unis là, pendant quand même 4 ans. Là. Est-ce qu'il y a un danger pour que les deux, parce que ça va virer on le voit dans le sondage, les deux autres, à date, ont pas de. Il n'y a rien pour eux autres. Là. Ça va être une bagarre à deux, c'est clair. Mais est-ce qu'ils peuvent. Ils ont une opportunité. Là. Ils ont un président, il y a un président que probablement même les démocrates ne veulent plus. Il y a un gars très faible qui est là, qui n'est plus vraiment sur le poste. Ils ont une opportunité de reprendre le pouvoir là. Et est-ce que le fait de s'attaquer les deux comme ça, d'avoir deux grosses chaussures de même, deux grosses pointures qui vont se pogner un et l'autre, est-ce que ça risque de faire des victimes à un point que le Parti républicain risque de s'affaiblir ou celui qui va gagner va tellement avoir sorti d'une bagarre épique qu'au contraire, ça va propulser le Parti républicain face à l'élection qui s'en vient? Non, je pense que généralement, les gens se rallient. Là, peu importe qui va gagner. Écoute, je pense pas que si Trump perd la nomination, il va définitivement avoir un genre de réaction comme il y a eu avec l'élection, j'imagine. Reste à savoir si... C'est quoi l'inventaire, disons, des followers, des supporters de Trump? Il y en a probablement qui veulent gagner plus que Trump veut gagner, en sens que si ils veulent que les républicains gagnent et tasser le régime Biden. Donc, je pense pas que le 30 35 qui supportent Trump va s'effondrer et ne va pas aller voter. Là. Je pense que c'est loin d'être ça. Là. Non, que le meilleur gagne. Moi, j'aime ça quand il y a un combat, quand il y a un réel débat puis qu'il y a une réelle course. Puis on verra ce qui se passe. Hey, plusieurs sujets à part ça aujourd'hui. On va parler tantôt des médias, mais je veux t'entendre sur ce qui a été le sujet cette semaine au niveau financier. On voit qu'aujourd'hui, les marchés sont ouverts de manière un peu de travers, justement parce qu'il y a des signes que certaines banques européennes auraient des problèmes également. Donc, il y a une instabilité au niveau du secteur financier. C'est arrivé avec la banque woke de Silicon Valley qui donnait des centaines de millions au mouvement BLM puis qui faisait des programmes de diversité, mais ça, c'est un signe que les banques peuvent s'écrouler. Je veux dire de quoi? Il n'y a pas une banque canadienne qui va tenir parce que de la wokeness dans les banques canadiennes en ce moment, dans les hautes directions, c'est ça à longueur de journée. Mais ça l'a shaké le temple. Et c'est là qu'on voit que, bon, tout le système, on le sait, il tient par la confiance. Et si à un moment donné, bon, il n'y a plus de confiance, il a fallu que le président sorte un lundi matin à 9 h alors que c'est un gars qui habituellement le matin ne fait rien parce qu'il est dur à réveiller. Il y avait de l'inquiétude, comme de quoi que les Américains auraient pu se précipiter vers leur banque et sortir l'argent qu'ils avaient, puis là, ben, ça leur aurait peut-être provoqué d'autres. Donc, est-ce que ça a été exagéré par les médias, ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne sait plus trop. Hein, on sait ce qui nous est présenté, la réalité, c'est dur à savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai de plus en plus avec, je dirais, les clics, les titres. Tout est devenu plus catastrophique que ça n'a jamais été. Est-ce que pour toi, c'est épeurant ce qui s'est passé cette semaine ou c'est quelque chose qui arrive depuis toujours, des banques qui s'écroulent puis un autre qui revient? Bien, premièrement, c'est pas... je pense qu'il faut mettre en contexte. Là, oui, ils vont dire, ouais, c'est le plus gros effondrement de banque depuis, je pense que c'était Washington Mutual ou quelque chose comme ça. C'était une des 20 plus grosses banques aux États-Unis. C'était un membre du S&P 500, Silicon Valley Bank. Là, mais c'est quand même une banque relativement, pas dire boutique, mais qui était ciblée sur un secteur particulier, d'un point de vue régional aussi. Donc, c'est quand même, entre guillemets, une petite banque. Puis quand on parle des banques européennes, on parle de Crédit Suisse qui était déjà dans la dèche depuis longtemps. Déjà, donc, oui. On parle pas de UBS ou de grandes banques, de grands groupes. Là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un inflow, un transfert des capitaux. Je pense Bank of America annonçait hier qu'il y a 15 milliards qui est rentré. Donc, les gens se quittent les petites banques pour aller vers les plus grandes banques. Moi, je pense que c'est... Je ne veux pas faire toute la genèse de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un bon segment, j'écoutais avec Yann, là, il y a eu un bon segment sur l'explication, les fondements de ça. D'ailleurs, moi, écoute, je ne suis pas le plus grand fan des banques en général et surtout pas des banques centrales, mais Non. il y a quand même des opportunités. Là. Regarde, tu regardais les banques comme Citigroup qui perdait 6% avant hier, il repère 5% aujourd'hui. Wells Fargo, donc écoute, c'est des titres que j'ai achetés. Moi, je pense qu'overall, ça va revenir dans le sens où je pense pas que c'est... Oui, je pense que le système bancaire en général
pas dire que c'est frauduleux, mais dans le sens qu'on sait que ça tient sur la confiance et qu'on a expliqué le principe que si tout le monde demain matin se garoche pour retirer leur argent, ça ne va pas fonctionner. Mais ça, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Par contre, est-ce que Silicon Valley Bank et Crédit Suisse, c'est un risque systémique sur le système bancaire au complet? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus que... D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est de voir... C'est pas ça l'histoire. T'sais, l'histoire, c'est que ces cracks-là, ces entre guillemets crises-là, sont vraiment provoquées par directement l'action de la Fed. Et l'action de la Fed qui a été provoquée aussi, si on revient en arrière, par l'influx sans précédent de nouvelles monnaies dans le système suite à la réaction à la, entre guillemets, pandémie. Donc, c'est vraiment une réaction en chaîne et de voir comment les régimes, non les régimes Biden, etc., réagissent comme si c'était des crises à chaque fois, alors que c'est réellement toujours la même affaire. Tu sais, c'est comme si tu pars sur la brosse, le lendemain, tu te remets à boire, puis là, finalement, tu réagis toujours à dire « Voyons, comment ça, je suis hangover? » Tu sais. Et en réalité, c'est toujours par le fait de tes propres actions et on ne fait jamais cet assessment-là que c'est toujours l'action de la Fed. D'ailleurs, je te fais remarquer, quand tu entends justement les chroniqueurs et les économistes là, paternalistes sur le fait de... Ces gens-là n'aiment pas là, justement que les gens puissent faire leur propre investissement. Ces gens-là n'aiment pas l'or, ces gens-là n'aiment pas Bitcoin parce que ça pose un, entre guillemets, risque sur le marché. Mais tu regardes un chiffre incroyable, c'est en l'espace d'une semaine, Jeff, la probabilité que la Fed augmente de 50 points de base, donc 0,5%, est passée de 80% à 0 en l'espace d'une semaine. Ça, c'est incroyable en passant. Là. C'est une variation incroyable pour une hausse aussi élevée d'1 demi-point dans le contexte actuel. Et la Fed se targue de dire qu'elle est là pour promouvoir la stabilité économique. C'est de loin, c'est plus volatile que bien des assets. Et c'est ça qu'on perd de vue. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont complètement dans le noir. Là, d'ailleurs, on commence à parler, je regarde le marché commence à pricer. D'ailleurs, le marché price un maintien des taux pour la prochaine annonce qui va être le 22 mars. Et dès mai, tu vois, on commence à parler de baisse des taux dès juin 2023. Tu vois, 54% de probabilité de baisse dès juin 2023. Alors que l'inflation va probablement être largement encore en haut de la cible. On est à quoi? On est encore autour de 6%. Donc, avec un taux à 4,5. Donc, si on y va encore à coût de 0,25, moi, je pense qu'il devrait être la chose à faire. On devrait continuer d'augmenter les taux jusqu'à temps qu'on soit largement au-dessus. Là, on ne peut pas garder les taux en bas du taux d'inflation. C'est impossible. Là. C'est une erreur de politique qu'on voit. On envoie encore des mauvais signaux. Ça va créer des incitatifs. Les gens vont se remettre à emprunter. C'est déjà parti, là. Vas-y. C'est déjà parti parce que les taux hypothécaires aux États-Unis sont baissés de quasiment 3/4 de point depuis l'histoire de la banque vendredi. Mais pendant ce temps-là, oui, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font des maisons et qui veulent continuer à en vendre. Sauf que l'inflation, tu l'as dit, là, les chiffres sont sortis hier. On est encore haut, c'est encore la bouffe, c'est encore des choses qui sont primordiales pour le monde, se nourrir, l'énergie, etc. Et ça, il n'y a rien dans les chiffres. Quand on regarde, quand on lit le rapport qui est sorti, il n'y a rien qui nous montre. Puis au Canada, c'est encore pire parce que la bourse du carbone, on l'a vu ce matin par un texte de David Descoteaux dans le Journal de Montréal, la bourse du carbone qui va augmenter, puis d'ici 7 ans, qui va même plus que doubler, c'est une augmentation quasiment des prix à la consommation, de tout ce qu'on va toucher, de facilement 2 à 3 % juste pour l'histoire verte. Donc, mets ça avec tout ce qu'on vit actuellement qui a été provoqué par la COVID et l'imprimage d'argent. Bien là, on va être pogné avec une inflation quasiment, je le disais ce matin dans Prime avec Jerry, puis Jay de Pilot, j'ai comme l'impression que le 5 % c'est ce qu'on riait là, avec le premier ministre du Québec il n'y a pas longtemps, le 5 % d'inflation qu'on ne pensait pas qu'on allait revoir dans notre existence, c'est peut-être le nouveau 2,5 %. C'est exactement, écoute, c'est la ligne directrice, je pense, de notre discussion depuis maintenant 2 ans. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va devenir la nouvelle normale. Les banques centrales vont s'ajuster en disant « Ouais, mais on va faire une moyenne sur plusieurs années, ça va donner 2 %. On est en train de normaliser l'inflation. C'est ça qui est en train de se passer. On est en train de normaliser l'inflation, qui est une conséquence directe
Et n'oubliez jamais ça. L'inflation est une conséquence directe de la politique monétaire des banques centrales, qui elle-même est une conséquence directe des mauvaises politiques publiques des on va dire des 100 dernières années, là, mais réellement des 2-3 dernières années en ce qui nous concerne. Et ça, de plus en plus de gens commencent à réaliser ça. Le bon côté des choses, c'est que l'histoire de Silicon Valley Bank, comme l'histoire, par exemple, de l'inflation, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser comment fonctionne le système. Alors qu'avant, même des gens en finance, moi, Jeff, j'ai déjà éduqué des gens avec des CFA et des CPA et même des fois des économistes sur comment fonctionnait le système. C'est quand même incroyable de savoir comment, tu sais, je veux dire, entre guillemets, l'impression d'argent, c'est souvent très vague pour des gens, même qui sont en finance. Donc là, je pense que le commun des mortels est en train d'apprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est pas bon pour le régime inflationniste. Les gens, justement, notamment la gauche, qui a besoin de la machine à imprimer de l'argent pour financer ses politiques débiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les conservateurs doivent s'entrancher sur un régime fiscal de baisse d'impôts, d'élimination des tarifs comme la taxe sur le carbone, de justement cette folie dépensière-là de l'Ukraine, ça va en droite lignée avec une rationalisation des dépenses. Tu ne peux pas être pour rationaliser les dépenses à la maison et d'envoyer des dizaines de milliards à l'étranger et d'envoyer des tanks usagés en même temps parce que tu sais que tu vas en acheter des neufs après. Ça ne fait aucun sens, cette affaire-là. Donc, ils doivent être cohérents sur cet enjeu-là. Hey, je veux, dans les sujets qu'on a aujourd'hui, que tu nous as envoyés, je veux t'entendre sur ce qui se passe dans les médias. J'ai mangé avec des gens qui étaient haut placés dans les médias dernièrement, puis on regarde ce qui se passe, puis on le voit à vitesse grand V avec de gros noms qui ne sont pas renouvelés, etc. Il y a un gros reset qui est en train de se passer dans des joueurs qu'on pensait intouchables. T'sais, on pensait qu'au Québec, les Québécois de ce monde, puis on a vu ce qui est arrivé avec les journaux comme la presse, des grands journaux qui sont techniquement en faillite, là, qui tiennent seulement par beaucoup d'argent qui a été donné pendant la COVID, et là, 60% des salaires des journalistes qui sont payés par nos impôts. Donc, c'est un système qui est artificiel. Mais ça brasse pas à peu près. Là. Qu'est-ce que tu vois qui se passe là-dedans? En fait, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg qu'on voit depuis quelques temps. Est-ce que tu vois d'autres choses arriver, puis très rapidement, en fait, voir le système des médias être complètement chamboulé, là? Ben écoute, je pense que tu as fait une bonne introduction, puis on voit avec la nomination de, quelle surprise, Patrick Lagacé à la tête du show du matin à CAQ FM ici à Montréal. On va dans la continuité. Et on voit, c'est drôle, quand tu lis entre les lignes la déclaration de Pat Lagacé, je pense qu'il jasait avec voyons. Bon, Paul. Le Paul, exactement. Paul Puis il disait je vais probablement lâcher faire moins de chroniques. Fait que tu comprends que c'est probablement déjà prévu qu'on lui avait annoncé que le contrat qu'il a actuellement ne sera pas renouvelé aux termes actuels. Et ça, je pense que c'est la ligne directrice actuellement. Je pense que ces gens-là sont sur leur dernier gros contrat qui n'est probablement pas basé sur les rendements, on s'entend, là, c'est probablement des salaires qui sont annuels à des taux qui sont quand même qui sont dignes de la réalité passée des médias et non pas de la réalité actuelle. Donc, je pense que ces gens-là le savent. Donc, s'ils ont l'occasion de sauter dans son cas, la bouée de sauvetage, c'est un peu cette antenne-là. Reste à voir comment ça va se passer pour les autres gros chroniqueurs. Mais moi, je pense que ça va être insoutenable là, de maintenir tout ce beau monde-là sur le payroll. Tu sais, je regarde, s'il y a comme 3-4 personnes qui couvrent le Canadien à la presse, ça n'a aucun sens, parce que ça ne parle jamais des autres équipes dans la Ligue, ça ne parle jamais des dossiers d'actualité d'un point de vue méta, là, si tu veux, dans le hockey de la Ligue nationale. C'est réellement des blogs indépendants qui ont fait leur affaire, comme, tu sais, je pense que vous aviez une couple de... Dans les coulisses, oui. Exactement. Pourquoi avoir un genre de blog de second niveau à la presse quand tu peux avoir des gars qui sont là-dessus à temps plein et qui vont te parler de la Ligue au complet? Oui. Je pense que c'est pas soutenable. On le voit. L'empereur est nu, là. L'empereur est nu, puis on est vraiment sur les derniers milles. Moi, comme je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas impossible que d'ici le prochain cycle électoral, ils vont jamais le laisser tomber. On s'entend, la presse, ça va toujours être bailé out, ou du moins, en façade, ça va être maintenu. Mais pas la presse qu'on a connue, là, elle est morte et enterrée. Même l'hélicoptère TVA rentre au garage. Ah ouais. Elle a été congédiée. Elle a été congédiée, elle, OK, ça marche. Oui, elle a été congédiée.
des gros salaires. Le chauffeur, le pilote d'hélicoptère a été congédié en même temps que Maxime Chose qui est parti. Non, regarde, c'était une... Ils ont essayé de trouver, c'est à cause ils ont essayé de trouver un pilote qui était journaliste en même temps. Ouf. J'imagine, ouais, Un c'est 2 ça, pour exact. 1. C'est un pilote on call tout le temps, tu sais comment ça coûte, hein? C'est ça. Oui. mais c'est spécial pareil parce que, tu sais, là, ça éclate, puis c'est sûr que le but, c'est toujours de faire semblant que c'est de la faute à Google et à Facebook. Moi, as-tu réussi à comprendre de quoi, toi, avec l'histoire de Facebook? Parce que Facebook a annoncé qu'il n'allait pas... tu comprends-tu de quoi dans leurs arguments, eux autres? Cette affaire-là, là, Jeff, c'est un total gaslighting. Là. Gaslighting, c'est quand une personne tente de faire passer une personne pour folle, donc elle la maintient dans cette espèce de folie-là. Et d'écouter les ministres libéraux, Jeff, déchirer leur chemise en disant qu'on se fera pas, on n'accepte pas le chantage de Facebook et Google. C'est quoi cette affaire-là? C'est complètement débile. Premièrement, leur prémisse, c'est l'idée que les liens de nouvelles qui sont partagés sur les plateformes de médias sociaux et comme Google News et compagnie, là, je pense que c'est plus large que les médias sociaux, là, ben ça, c'est comme volé par ces plateformes-là, alors qu'en réalité, ça amène du trafic à ces plateformes-là. C'est le monde à l'envers. Ben oui! Et dans le fond, on s'entend que c'est un cash grab. Parce Oui! qu'ils veulent, dans le fond, que ces plateformes-là payent des espèces de redevances comme si c'était des kiosques à journaux, là, dans le fond. Là. Les autres, ils voient ça comme des kiosques à journaux qui vendent des journaux. Là. Le lien, c'est comme des distributeurs de nouvelles et qui profiteraient indirectement de ça. Écoute, la seule façon, je pense, que d'ailleurs, j'avais une discussion avec une personne plus technique là, à cet effet-là, la seule façon, je pense, que les plateformes profitent de ça, dans le cas, par exemple, de Facebook, c'est quand tu cliques sur un lien dans Facebook, mettons, tu es sur ton téléphone, je pense que ce n'est pas le cas si c'était sur le desktop, là, sur un ordinateur. Ça ouvre dans Facebook directement. Donc, ils peuvent peut-être tracker un peu et avoir des stats sur leurs usagers. Mais je pense quand même que les publicités puis le trafic est quand même comptabilisé à l'intérieur des plateformes comme la presse. Ben, c'est la publicité du journal. Si tu cliques sur un article de la presse sur Facebook, tu ouvres l'article de la presse et tu demandes en Facebook. Fait que tu n'as aucun downside. Puis d'ailleurs, c'est incroyable qu'il n'y ait personne de la presse et de ces médias-là qui... Ça te montre à quel point ils sont dépendants parce qu'il n'y a personne qui travaille au niveau technique actuellement dans ce domaine-là qui est d'accord fondamentalement à ce que le gouvernement take over l'Internet au Canada. Là. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a personne qui est d'accord avec ça, à part quelques petits communistes ou dictateurs décomplexés là, de QS en général, mais la majorité de l'industrie, de la publication ou les agences de... Tout le monde comprend ça, que ça n'a aucun sens, mais personne ne parle de ça. Personne ne remet ça dans la face des libéraux. Il y a à peu près un seul chroniqueur au Canada, Michael Guise, qui est excellent là, sur la vie privée. Ce gars-là dénonce depuis le début le dérapage des libéraux. D'ailleurs, c'est un gars qui est beaucoup plus à gauche en passant. Là. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a encore une certaine gauche qui est pour la liberté d'expression et qui d'ailleurs présente ça comme une dérape. D'ailleurs, C10 avait été battu. Le C11, ce qu'on comprend, c'est que ça passera au Sénat. C'est ça les grands enjeux. Là. Je comprends que Poilievre peut errer sur certains enjeux, mais là-dessus, je pense qu'il est quand même assez solide. C'est un délire total, cette affaire-là, Jeff. Puis c'est incroyable de voir que personne dans les médias en général. Ils sont où les leaders de l'industrie de l'Internet au Québec et au Canada, à part Google et les grands géants qui sont présentés comme des grands méchants loups? Sont où les autres joueurs pour s'opposer à ça? Ils ont raison. Google et Facebook ont raison. Si vous imposez ça, on va simplement empêcher le partage de liens sur nos plateformes et that's it. Voilà, c'est tout. Est-ce que Pablo Rodriguez, est-ce que ces gens-là, bon, le silence, ça vaut ce que ça vaut. Là. Le silence, ça veut dire peut-être qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et ils veulent fermer le boîte pour essayer d'avoir de l'argent. Là. Mais un gars comme Pablo Rodriguez qui se met sa face partout de même, là, sais-tu qu'il ne connaît rien ce qui se passe, donc un peu idiot au niveau technologique, ou le gars sait très bien comment ça se passe puis il joue une game? C'est quoi que... Ouais, moi, je pense que ces gens-là, ils savent ce que ça l'implique en termes de... Ils sont pas fous dans le sens qu'ils savent que ça l'implique une énorme restriction sur l'industrie. Mais pour eux, ça leur donne l'occasion de se présenter comme le chevalier blanc contre les géants de l'Internet. Ça leur donne l'occasion de dire aux créateurs, entre guillemets, aux plateformes. Ouais. Tu sais, entre guillemets, ça leur donne
ça leur donne la possibilité d'être, entre guillemets, du bon côté du débat, alors que c'est tout l'inverse. Et c'est juste ça qu'ils cherchent. Ces gens-là n'ont aucune espèce de préoccupation sur l'impact de les politiques publiques. Ils s'en contre-calissent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une clip, c'est être présent dans un débat qui va peut-être mener à une élection, qui vont être capables de boaster en disant « Non, mais nous, on a défendu le Canada contre les géants de l'Internet. » Alors qu'au final, le payeur de taxes, le citoyen canadien, est perdant là-dedans, là, sur toute la ligne. Ben oui. D'ailleurs, les plateformes vont être perdantes parce qu'ils vont être désindexés. Je pense pas désindexés, mais en termes de si tu n'as plus de lien qui est partagé sur les plateformes de médias sociaux, puis quelle va être l'implication en passant pour votre indexation Google pour le Canada? Pensez à ça, là, les médias, là, c'est pas... pense pas que de joueurs c'est une grosse défaite à venir. Non, s'ils jouent là-dedans, ils vont beaucoup perdre. Ils vont perdre pas mal plus que qu'est-ce qu'ils pensent. Ils vont s'ennuyer, ils vont béguer, ils vont arriver à genoux pour que Facebook et Google les remettent dans leur répertoire parce qu'ils vont capoter raide. Thank you, notre ami Joe Hamel. Mais Joe reste avec nous autres après la pause. C'est le vestiaire. Dodu se joint à nous autres. On est avec Jay the Pilot et Jerry également pour les prochaines minutes ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.